Bienvenue les gars. Comment Salut, allez-vous? salut. Ça va Salut, super et vous salut les les gars? gars. Ça va, ça va, ça Bon. va. De quoi parle-t-on ce soir? Alors moi j'ai une idée, j'ai un thème qui va aborder l'abandon au niveau des entrepreneurs. À quel moment on doit abandonner en fait lorsqu'on démarre un projet, si ça vous D'accord. parle. Ouais. Comment t'es Moi, ça me va. arrivé? Vas-y, allez-y. T'allais Non, je dire t'en quoi, prie, Flo? Nico. Comment, Vas-y, comment, co- comment t'es arrivé à cette idée? Qu'est-ce qui t'a Bah, inspiré? en fait, ce qui m'a inspiré, c'est pour ma part mon quotidien où, Mhm, où des fois je n'ai pas encore les résultats que j'aimerais avoir. Peut-être que je me mets également des résultats très hauts. mhm. Et la question que je me pose, ça fait maintenant un bout de temps que j'entreprends, c'est, à quel moment en fait tu dois dire stop, c'est pas la bonne idée ou à quel moment en fait oui, à quel moment tu dois dire stop, tout simplement. C'est de là est venue cette idée. Parce que c'est vrai que pour moi, il n'est pas concevable de le faire, mais je donnerai un peu plus de détails et heu et vu qu'on devait aborder un thème, je me dis: «Bah, pourquoi pas commencer par celui-là?» D'accord. Tu veux y aller, Philippe? Non, je t'en prie, vas-y, commence, Nico. Vas-y. En fait, quand tu me dis ça, en fait, l'idée, c'est de transformer l'idée en business, c'est bien ça. Tout à fait. Ok. En fait, pour transformer une idée en business, l'idée c'est d'avancer step by step. Et qu'est-ce qui nous permet d'avancer et de confirmer que on va dans le bon sens? C'est qu'on a des preuves, des confirmations que ce que l'on est en train de vendre comme produit ou service est désirable par une clientèle cible. Ça, c'est le point. Ça veut dire que dès lors que toutes tes actions te conduisent à avoir la confirmation que tes clients veulent ce que tu es en train de mettre en place, tu peux continuer. Dès lors que les signaux sont négatifs, soit tu changes ou tu modifies un peu ton approche, ou soit tu abandonnes. Et donc, grosso modo, les seules personnes qui sont aptes à te dire si ce que tu fais est bon ou pas, si c'est désirable ou pas, ce sont tes clients. Donc, c'est pas, à mon sens, toi qui dois le décider, mais c'est le marché, grosso modo. D'accord. Alors, avant que Philippe intervienne, moi, je voulais d'abord réagir à ce que tu viens de dire parce que, hem, tu vois, tu peux avoir certains produits, même tous les produits d'ailleurs, Mhm. qui vont se vendre, mais qui vont peut-être pas forcément se vendre assez pour que tu puisses vivre de ça. Donc tu as des produits D'accord. qui se vendent, d'accord, mais si tu en vends un par an ou un tous les mois et que ça ne suffit pas pour vivre, la question à ce moment-là, elle peut se poser, Mhm. de est-ce que je devrais pas m'arrêter? Ouais, Tu vois? Parce que l'objectif d'un lancement d'activité, in fine, la plupart du temps, c'est pour pouvoir en vivre pleinement, d'accord. tu vois? Donc, quand toi tu dis, que tu abordes, heu, cette idée par le spectre du client, Mhm. il y a un autre spectre qui est puis-je en vivre, en fait, de cette activité? Ouais. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Je peux poursuivre Bien sûr, je mon t'en prie. propos. En fait, dans un business, il y a trois blocs. Euh, il y a le bloc désirabilité. Grosso modo, c'est est-ce que les clients veulent ce que je fais? Il y a le bloc faisabilité. Donc, grosso modo, est-ce que je suis capable de produire, de faire de, ce que je suis censé offrir à mon client comme service ou comme produit? Et il y a le bloc viabilité. Ça veut dire que si ça te coûte plus de produire ou de livrer ton service que ce que ça te rapporte, la viabilité de ton projet est impactée. Et là, pour le coup, tu peux vraiment te poser la question, peut-être que comme ça me coûte plus que ce que je gagne, peut-être qu'il est peut-être temps soit de voir ce que je peux améliorer pour soit augmenter mon prix ou modifier la valeur perçue de la part du client pour le justifier ou trouver une autre astuce. Mais si ta viabilité de projet est endommagée, c'est une histoire de balance en fait, de plus et de moins. Si tu beaucoup de moins et très peu de plus, là forcément tu te retrouves dans une situation où mieux vaut penser à arrêter quoi. Modifier quelque chose pour changer la situation. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond partiellement, ouais. Partiellement. C'est comment je peux aller plus deep pour répondre à ta question. OK. Je vais illustrer mes propos. Moi, Hmm. quand j'ai commencé mon activité de courtier, étant une activité d'indépendant, bah, en fait, bah, chaque mois, tu remets ton salaire à zéro, hein.
t'as pas de fixe, t'as rien du tout. Et ce qui te permet de vivre, c'est d'avoir des clients. Donc, il faut un certain nombre de clients, c'est ce que j'ai pu avoir après plusieurs années, mais au moins 7 clients dans le mois pour pouvoir prétendre à vivre raisonnablement. Le problème, c'est qu'entre 1 et 7, tu as une marge, tu as un gap à avoir, tu vois. Donc, c'est même pas tant est-ce que mon activité là, elle me coûtait, parce qu'elle me coûtait pas réellement de l'argent, c'est qu'elle me permettait pas d'en avoir assez. Alors, heureusement, moi, j'ai eu la bascule où j'ai quitté mon emploi, donc j'avais mon pôle emploi, et mon pôle emploi me permettait de pouvoir combler mon trou, en tout cas, avoir de l'argent, des économies de côté pour pouvoir, après, lorsque mon pôle emploi sera fini, vivre de ça. Mais dans certains cas, tu n'as pas forcément ce pôle emploi-là. Je l'ai vécu à travers d'autres confrères qui ont voulu se lancer dans cette activité-là en reconversion, etc., ou surtout en reconversion. Donc, le côté coût de l'activité, tu n'as pas réellement de coût, mais tu as du coût de carburant, ok. Après, tu as des locaux qui te sont prêtés quand tu es dans un cabinet de courtage. Ce qu'il faut, toi, c'est que tu sois plus visible. Pour pouvoir être plus visible, à ce moment-là, tu décides de passer par deux canaux. Le premier, c'est le canal physique. Donc, tu passes par les agences immobilières. Tu leur dis, voilà, coucou, je suis là. Je suis aussi compétent que le mec avec qui vous travaillez depuis 15 ans. Faites-moi confiance. Je caricature un petit peu pour que vous puissiez comprendre que la complexité qu'il y a de remplacer quelqu'un qui est instauré et qui est dans un endroit depuis un moment. Ou sinon, tu peux décider de faire la publicité. La publicité à travers peut-être des journaux ou, comme moi je l'ai fait, me faire connaître à travers les réseaux sociaux. Donc, ça a pris le temps que ça a pris, mais moi, comme j'ai dit, j'avais ce tampon de Pôle emploi. Mais quand ce n'est pas le cas et que tu dois du coup te faire connaître à travers la publicité, il te faut de l'argent pour pouvoir payer cette publicité. Et c'est à ce moment-là que tu es bloqué. Tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu peux te poser la question et te dire est-ce que je dois arrêter ou pas. Donc, moi, j'ai mon avis là-dessus et je vais le donner. Pour ma part, ne sachant pas quand est-ce que tu vas toucher la pépite d'or, pour moi, il est préférable quand tu décides d'entreprendre, d'aller jusqu'au bout, de continuer. Et quand tu as des problématiques, essayer de les résoudre à travers d'autres mécanismes. La partie financière, en l'occurrence, qui est l'élément le plus important lorsqu'on fait on entreprend. Parce que comme tu l'as dit, on a résolu un premier problème, qui est de savoir est-ce que mon produit, il est intéressant ou pas. Il y a des gens qui ont acheté. S'il y a une personne qui achète, c'est que ton produit, il est intéressant. C'est qu'il y a d'autres personnes comme lui qui veulent acheter ton produit. Maintenant, comment te faire pour te faire voir auprès de ces gens-là? Il est là le débat. Comment faire en sorte que les gens puissent avoir confiance en toi? Ça, c'est à travers la notoriété que tu vas avoir et tous les autres arguments d'autorité que tu vas pouvoir mettre. Toutefois, là où je vais en arriver et je m'arrête là-dessus, ce qui m'a poussé à avoir d'autres activités parallèles, ça a été soit la peur de manquer, ou soit même à des moments manquer d'argent, mais ne pas vouloir arrêter, en fait. Et c'est ce qui a fait que j'ai dû me lancer dans une activité de laverie et autres, en fait. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est sur la Je- visibilité. Je t'en prie. D'accord. En fait, je vais reprendre le truc, c'est que euh, une des raisons pour lesquelles il y a des business qui ne se poursuivent pas, c'est que là, il y a la conjoncture aussi. Dans ton métier, aujourd'hui, il est impacté parce qu'il y a il y a de moins de transactions. Tu me dis si je me trompe, hein. C'est vrai? Mais ce que je peux observer, c'est qu'il y a moins de transactions. Et comme il y a moins de transactions, tu es forcément impacté par le nombre de clients qui peuvent être amenés à te solliciter ou avoir un projet. Tout à fait. Et donc là, c'est comme les entreprises qui se sont retrouvées, pour parler des restaurants notamment, physiques, qui se sont retrouvées pendant la période du Covid, où ils ne pouvaient pas, entre guillemets, comment dire, recevoir leurs clients. Tout à Donc à ce fait. stade-là, ils ont dû trouver un moyen détourné de canal de distribution pour Restons en pour contact avec. délivrer leurs prestations, en fait, tu vois. Ouais, Donc ouais, aujourd'hui, je pense qu'il y a un regard que tu dois poser sur ton business model et la façon dont fonctionne l'activité de courtier pour savoir, mais finalement, cette cible-là que je souhaite atteindre et qui est la mienne, comment je peux l'atteindre? Tu vois, tu as parlé notamment de la partie réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Peut-être que il y a aussi, comme tu parlais du côté virtuel avec les réseaux sociaux, mais peut-être qu'il y a aussi une approche physique
en relançant ou en prospectant côté agence immobilière. Mais je pense qu'il y a des actions, enfin, il y a déjà une analyse du business model à faire et en fonction du business model, repartir dans qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre justement cette cible. Tu vois, il y a une réflexion à mener là-dessus. Moi, je le vois comme ça. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, pendant la période du Covid, il y a beaucoup de restaurants qui ont dû arrêter leur activité définitivement ou d'autres momentanément parce qu'ils n'étaient pas aptes ou n'étaient pas capables de switcher en faisant livrer leurs produits, en fait, tu vois. Donc, Donc, il y a il y a, donc en fait, je pense que c'est une question, comme à titre personnel, c'est une question de résilience de l'entreprise, de ses capacités à pouvoir tenir sur une période où elle est potentiellement infectée par l'économie ou par les conditions actuelles, soit de tenir, soit de mettre un peu son activité un peu en stand-by ou de trouver des moyens détournés de pouvoir entrer en contact avec sa clientèle pour leur délivrer ses services, au moins de se rendre visible, quoi, tu vois. donc si tu devais essentialiser ma question, ta réponse sur ma question qui est: est-ce qu'un entrepreneur doit, à un moment, quand il voit que ça ne décolle pas comme il veut, arrêter ou non? Quelle Mhm. serait la réponse que tu donnerais? Bah après, ça dépend de tout un tas de choses. Déjà, comme je te disais tout à l'heure, il y a la partie désirabilité. Si tu sais que ton produit il est désirable et que on peut toujours l'améliorer, même s'il se vend, on peut toujours l'améliorer. Ça, c'est Bien un sûr. point. Mais si tu sais que ton truc il est désirable et ça ne joue pas du côté de la désirabilité, c'est quelque chose. Si du côté de la faisabilité, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose. S'il y a du côté de la viabilité, c'est OK. Maintenant, pour le coup, toi, c'est vraiment conjoncturel le souci que tu peux avoir aujourd'hui parce qu'il y a moins de transactions. Et donc, si tu dois arrêter, en fait, ça dépend de tout un tas de données. C'est pas, comment dire, c'est des données réelles et objectives. C'est-à-dire que est-ce que l'activité est totalement plate? Est-ce qu'il y a quelques transactions qui se font? En fait, ça dépend, en fait, tu vois. S'il y a rien de chez rien, ah, là, ça devient compliqué. Là, je vais t'inviter peut-être à soit mettre ton sandail ou arrêter. Mais s'il y a quelques transactions, peut-être que c'est de voir, à partir des transactions que tu as aujourd'hui, par quel biais déjà tu as réussi à capter ces personnes-là, ok? Et voir si tu as des choses qui sont réplicables, tu vois. Tu comprends ce que Ouais, j'essaie de dire? je comprends bien sûr. Après attention, moi ce que je dis pour ma part, c'était vraiment un exemple, hein. Oui, oui, c'est bien un Sur exemple. Mais sur justement, la c'est pour ça partie, que là, courtage. pour le coup, on parle comme un cas d'école, en fait, Ouais, tu vois. Et je pense que la décision d'arrêter ou de poursuivre son activité bah, dépend du contexte. Et c'est un arbitrage qui doit être fait en fonction de la réalité, tu vois. Est-ce qu'il d'accord. y a des choses qui se passent ou s'il ne se passe rien? Est-ce qu'on a eu le temps d'analyser, d'essayer d'innover dans sa façon de faire, en fait, tu vois, apporter des améliorations. Si on n'a posé aucune action, si par exemple il n'y a aucune action sur le terrain, s'il y a aucune action virtuelle, si on arrête, c'est de notre propre fait, c'est pas le terrain, c'est pas l'activité qui nous a fait qu'on arrête, tu vois, Bien c'est sûr. une décision personnelle. Alors que moi, ce que j'essaye de dire, c'est que si tu dois arrêter, c'est l'activité qui doit t'envoyer les signaux qui te poussent à arrêter et non pas une décision de ta part. C'est-à-dire qu'il faut à minima poser des actions. Ensuite, si ça fonctionne pas, tu arrêtes, mais au moins il faut poser des actions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon, je comprends. Avec le feedback de l'activité. En tout cas, moi, je vois les choses de cette façon. Philou, le préféré? Ouais, bah, moi, plusieurs choses. Alors, déjà, moi, la question, je l'ai comprise dans le sens où on a déjà commencé l'activité Bien sûr, et c'est ça. bon, voilà, on décide d'abandonner ou pas. C'est Bah, ça? déjà, le fait que par rapport à la notion d'abandon, on a tendance souvent à le voir comme un échec. Moi, je le prends plutôt comme une sorte d'apprentissage et comme parfois, des fois, une opportunité. Moi, si je prends mon cas personnel, je sais que c'est dans mes plus grandes ben, défaites, on peut dire, ou mes plus grands échecs, là où j'ai le plus appris. Donc, déjà, le fait d'abandonner, pour moi, c'est pas forcément négatif. Ensuite, je dirais que souvent, on dit que ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est une qui réussit et une qui réussit pas, c'est le fait que l'une n'est pas abandonnée, tout simplement. Mhm. Et je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. L'échec fait partie de la réussite. Donc, si tu es prêt à gagner, il faut être prêt à perdre à un moment donné. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Et si je devais parler un petit peu d'indicateurs qui peuvent
te pousser à abandonner ou pas. Pour moi, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est la progression. À un moment donné, moi, je suis assez pragmatique. Je respecte que les résultats. Donc, à un moment donné, tu commences une activité où il n'y a pas de résultat, la question peut se poser. Maintenant, il y a des indicateurs qui peuvent, selon moi, être étudiés avant de commencer à abandonner. Moi, tout d'abord, je pense qu'il est toujours important de tester son idée avant de se lancer pleinement dans quelque activité que ce soit. Ne pas, si jamais tu es salarié, ne pas quitter ton emploi, te lancer demain dans l'ouverture d'une boulangerie sans avoir au préalable un peu sécurisé tes arrières ou avoir testé ton produit. Si tu veux vendre des pâtisseries, teste tes pâtisseries auprès de tes amis, auprès de tes collègues. Si tu vois qu'il y a un répondant, vends-leur, vois s'il y a une demande et commence à te lancer. Si jamais tu te lances comme ça sans avoir testé ton produit et il y a un échec derrière, pour moi, c'est de ta faute et c'est ta responsabilité. Et il y a un autre élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que je trouve il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils aiment plutôt que faire des choses dans lesquelles ils sont doués. Et bien souvent, l'échec, il est ici, en fait. Moi, je sais que j'aurais aimé être footballeur, mais je n'étais pas assez doué. J'aurais pu mettre toutes les ressources, toute l'énergie que j'aurais pas eu les résultats parce que finalement, je suis pas doué pour ça. Alors après, c'est pas parce qu'on n'est pas doué qu'il faut pas se lancer, hein. On peut s'apprendre, hein. Les compétences, des fois, précèdent le talent. Mais in fine, je pense qu'il faut privilégier d'abord euh, la compétence et le fait d'être doué avant de privilégier quelque chose qu'on aime. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Et après, ouais, c'est se focaliser sur des indicateurs. Est-ce que tu as étudié ton marché? Est-ce que tu as étudié la barrière à l'entrée? Est-ce que tu as étudié la taille de ton marché? Enfin, voilà, il y a plein d'indicateurs pour moi qui peuvent t'indiquer ou pas si déjà tout ce que tu vas lancer va être une réussite ou un échec. D'accord. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose, si vous Moi me le aussi, permettez. ouais, je rajouterai après toi. Vas-y, je t'en En prie. fait, dans mes travaux actuels, et avec le recul sur ma petite expérience business, je pense qu'il est important de fonctionner avec des systèmes. Ça veut dire que peu importe l'activité que tu dois mettre en place, par exemple, un système d'acquisition de clients, tu vois. Ça veut dire que pour une activité telle que courtier, tu dois savoir, bon, moi, je suis courtier, j'ai telle prestation de service à offrir à mes clients. Comment faire pour acquérir ces clients? Donc là, tu mets un système en place. Peut-être que ça peut être un système de prospection tout simple, un système de marketing avec publicité et autres pour faire de la promotion. Et en fait, dès lors que tu te retrouves dans une situation où, pour le coup, dans le cas d'école, c'est un problème conjoncturel et autres, il faut te dire, voilà, là, j'arrive à un point où mon système commence à être défaillant. Comment est-ce que je peux l'améliorer? Si tu es en capacité de l'améliorer, tu l'améliores, mais si tu n'es pas en capacité de l'améliorer ou que le problème te dépasse, là, tu peux te dire, ah, mon système est défaillant. C'est comme si dans ta voiture, tu avais un voyant, arrêtez-vous le plus rapidement possible, et puis tu t'arrêtes, en fait, tout simplement, tu vois. Mais parce que tu as un système auquel tu as réfléchi, qui te permettait d'avoir un flux de clients et que comme maintenant le voyant est un voyant entre guillemets comme sur la caisse, hein, un voyant moteur et qui te dit voilà, arrêtez votre véhicule sinon risque de s'enflammer, là tu t'arrêtes. Et ça veut dire que penser les choses de cette façon, je pense que c'est, pour revenir aussi à ce que disait Philippe, là tu as directement l'indicateur qui te dit allez, là tu dois arrêter ou pas, tu vois. Mais c'est jamais une décision comment dire, un présupposé ou une opinion qui te fait que tu dois arrêter. C'est qu'il y a, tu as mis en place des stratégies, tu as mis en place une méthodologie, tu as mis en place des process, des systèmes qui t'indiquent que là, tu dois t'arrêter. Voilà ce que je voulais rajouter. D'accord. Il nous reste un peu moins de 2 minutes là. Mais je voulais rajouter, ça risque de dépasser un peu, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Parce qu'en fait, dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé ça hyper pertinent, les gars. Vraiment, pas de galère par rapport à ça. Il y a un truc qui va me chagriner, c'est que j'essaie de me revoir un peu comment j'étais quand j'ai démarré dans le business. Alors, moi, bien sûr, j'ai commencé une activité qui était très réglementée. C'est l'activité d'intermédiaire en opération bancaire et services de paiement. Tu as une certification, etc. Donc, ce qu'on appelle un courtier vulgairement. C'est une activité qui est hyper réglementée. Et donc, du coup, t'as un savoir directement. Tu arrives avec une base de données, avec un savoir faire sur ton activité. Et puis, voilà, moi, je suis rentré dans un cabinet de courtage qui est connu. Et donc, du coup, tu avais aussi un peu de savoir-être des anciens qui pouvaient t'expliquer ça. Mais tu as des activités que
qui sont beaucoup moins encadrés. Je vais prendre un exemple de tatoueur, tu vois, où t'as pas besoin de certification, etc. Tu sais que tu peux t'amener à savoir que tu plais, que tes dessins plaisent, que tu arrives à tatouer. On sait que le tatouage, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Et dans tout ce que vous m'avez dit, vous m'avez parlé de méthodologie, vous m'avez parlé de technique, mais le petit banlieusard que j'étais, moi, à l'époque, il ne connaissait pas tout ça. Tu vois. Donc, comment il fait pour avoir des indicateurs il peut avoir des indicateurs, mais comment il fait pour les comprendre? Donc, je vais vous redemander une dernière fois, si vous deviez vulgariser vos propos pour une personne qui ne connaît pas ces indicateurs, qu'est-ce que vous lui direz? Un mec qui connaît pas les indicateurs, c'est-à-dire quoi? Il se lance pas vu qu'il a pas les techniques, il a pas les skills pour pouvoir savoir comment tester son idée de marché, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Après, tout est dans l'exploration. En fait, euh, dans une de nos précédentes vidéos, on disait que un entrepreneur était à la recherche du nom, était un explorateur de solutions. Donc, il était là pour répondre aux problèmes. Ça Ouais. veut dire que il peut se retrouver dans une situation où il ne sait rien du tout. Et ce qui va faire la différence, c'est sa capacité à ne pas abandonner et aller explorer toutes les sources possibles pour obtenir des informations. Après, ça peut être en parler à ses pairs, être dans un club d'entrepreneurs, ça peut être aller chercher de la documentation sur le sujet, que ce soit physiquement ou virtuellement à travers Google ou YouTube. Mais en fait, il doit avoir les questions précises qui se posent et aller chercher les réponses à ces questions. Donc, Euh, excuse-moi de te couper, ça ouais, veut dire que déjà là, ce que tu veux expliquer, c'est que l'entrepreneur, en l'occurrence, il doit trouver le hall central de son activité, là où tout le monde se regroupe, pour pouvoir aller chercher chez ses pairs et aussi aller rechercher dans les sources dont il aurait besoin pour pouvoir faire son activité. C'est bien ça? tout à fait. En fait, il faut qu'il aille explorer euh, le monde, les ressources dont il dispose pour avoir son problème. Ok, C'est comme, par exemple, pour prendre un exemple, tu es chez toi, tu as ton robinet qui fuit ou autre. Aujourd'hui, tu sais que tu as Internet à ta disposition. Tu vas taper peut-être robinet qui plombier. fuit sur Google ou après, tu peux être amené à tomber sur une vidéo ou tu peux appeler un ami. Tu sais, j'ai un robinet qui fuit. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Et en fait, c'est comme ça qu'on trouve les solutions. De toute façon, quand tu es bloqué, la solution, si toi tu ne la connais pas, bah, tu l'auras à partir d'un tiers. Après, le tiers, soit c'est une personne physique, ou soit maintenant on a la possibilité d'avoir ChatGPT ou Google ou toute autre chose. Ok, Mais l'action, après un problème, c'est d'aller chercher la réponse, tu vois. ok, 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 Tu es d'accord. bloqué, donc tu es obligé d'aller la chercher. T'as pas trop le choix. Et en fonction des résultats que tu vas trouver, tu vas apprendre et puis tu vas tomber sur des indicateurs qui vont te permettre de savoir oui ou non, tu dois continuer ou pas en fait. Il faut aller à la recherche de la connaissance. Donc d'abord aller rechercher là où là où l'info elle peut être, et c'est donné à tout le monde au final, hein. Peu importe ton niveau d'études et de compétences, tu as un problème, de toute façon, tu peux taper sur Google, tu me diras. Mais d'accord, donc pour toi en tout cas la première étape, si toutefois tu es une personne, tu es un néo, aller rechercher l'information ou bien aller rechercher l'endroit, le hall où se trouvent des mecs comme toi en fait, qui ont déjà Ouais, plus de bouteilles. exactement, exactement. Ok, Philou. Ouais, je rejoins un peu les propos de Nicolas. Si je devais parler au Roméo d'il y a X années qui débutait, je dirais qu'il accepte déjà qu'il ne sache rien. Il faut accepter des fois, quand on rentre dans un domaine qu'on ne sait rien, Ouais, faut faire assez preuve d'humilité selon moi. ouais, Et il faut être prêt à apprendre, si ce n'est à réapprendre. Et si on devait reprendre le cas de ton métier de courtage, de courtier, je t'aurais conseillé de parler à quelqu'un qui a des résultats, en fait. De parler à quelqu'un qui a les résultats que tu souhaiterais avoir. Parce ouais, qu'on c'est, on n'est pas différents. Enfin, on a tous plus ou moins des aptitudes différentes les uns des autres, mais in fine, je pense que on peut tous atteindre des gros résultats. Il suffit d'y mettre les moyens et et d'avoir les bonnes informations. Si quelqu'un a pu y arriver, toi aussi, si tu peux y arriver si jamais tu es, assez motivé pour le faire. Donc, je t'aurais conseillé effectivement d'aller parler à quelqu'un qui a les résultats que tu souhaites avoir et de lui demander, non pas de te mentorer, mais peut-être de te former un maximum à ce métier-là. Je pense que c'est un élément important quand tu commences dans un domaine dont tu n'as aucune connaissance. Faire preuve d'humilité, accepter que tu ne connais rien et être prêt à réapprendre
transformer son logiciel et partir à zéro, en fait. Ouais, ok, Tu vois, d'accord. Donc, oui, ouais, vas-y. mais non, je t'en Ouais. prie, parce que moi, j'allais En fait, résumer. ce que je pouvais rajouter aussi, c'est que euh, même une personne qui veut se lancer dans une activité ou faire quelque chose, ou aller se former aux autres, il faut qu'elle ait bien en tête que une personne ne peut jamais être exhaustive lorsqu'elle te partage son savoir. Donc, il y a forcément des choses que tu vas devoir être amené à apprendre toi-même et par expérience et en cherchant. Ce qui fait que pour ce type de cas où tu te retrouves dans une problématique telle que celle que tu viens de soulever, tu es obligé euh, d'aller chercher l'information par toi-même. Et l'information dont tu as besoin, soit grosso modo, tu vas prendre le temps de la réflexion et peut-être qu'il y a un truc qui fera Eureka, mais généralement, le savoir vient d'une tierce personne, soit une personne physique ou soit une tierce personne qui aura fait une vidéo YouTube, qui aura écrit un essai sur le sujet ou autre. Mais ça se passera comme ça de toute façon. Ok, donc du coup, les mots de la fin, si je dois résumer, c'est avant de penser à laisser sa pelle et arrêter de creuser, il est important d'être certain d'avoir fait le nécessaire pour pouvoir trouver sa pépite d'or, si je devais garder mon image de la pelle. Et puis même avant ça, être certain aussi, même en amont, de chercher au bon endroit, en fait. Donc peut-être, excusez-moi, d'aller dans le hall où se trouvent toutes les personnes qui auraient une expérience sur la recherche d'or. Exactement. Exactement. À partir du moment où tu t'embarques dans un sujet, tu dois à minima avoir une idée des personnes, de l'endroit où chercher les infos, en fait, tu vois. Mm. Tu t'intéresses à ce sujet, donc ça doit quand même être quelque chose qui te parle, quoi, tu vois. Et si je dois transmettre un message caché à travers les propos que je m'apprête à dire, Hmm. euh, mais en tout cas, ne pas écouter tonton Gilbert ou Tata Yvette qui va nous dire que, que c'est pas fait pour nous, que ça sert à rien, etc., etc. Vraiment se diriger vers des personnes qui sont dans cette activité-là, ou qui au moins sont en entrepreneuriat. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, il y a un truc qui est rassurant, c'est de se dire que dans un parcours entrepreneurial, nous, on peut être à l'étape 2, mais il y a forcément des gens qui sont à l'étape 3, 4, 5 ou 6 en fait, tu vois. Tout à Et fait. l'idée, et c'est aussi pour ça que il est important d'avoir des rôles modèles quand on est dans un espèce de couloir, c'est de se dire que, ah, lui, il a cette étape-là. Est-ce que lui partage son savoir, ou aujourd'hui, on a la chance d'avoir des podcasts vidéo sur YouTube, où des personnes ont fait des choses. Est-ce que, ah, il est tombé à il est arrivé à cette étape-là ou pas, ou avoir le culot d'entrer en contact avec cette personne, soit en DM sur les réseaux sociaux, tu vois, mais il faut pas rester avec son problème et puis et aussi se faire conseiller. Et là, tout est là, l'intérêt d'avoir des personnes qui peuvent te conseiller sur le sujet ou dans le problème que tu rencontres, tu vois. Ok, ok. Philippe, un dernier mot à dire? Ouais, non, je conclurai sur une petite chose, je dirais, avant d'abandonner, vraiment déjà se focus sur une première chose, sur ses compétences. Déjà, savoir si tu as les compétences qui permettent de te lancer dans ce que tu souhaites entreprendre. La deuxième chose, de tester son idée avant de faire all-in. Et la dernière chose, effectivement, d'étudier les personnes qui ont réussi. Car j'aime à dire que le succès laisse des traces. Donc, à un moment donné, si tu étudies les traces des personnes qui ont réussi, forcément, tu as plus de chances de réussir et de ne pas abandonner. Voilà. Ok, Merci les gars. merci. Merci à vous les gars. On se dit au prochain. Au prochain Yes. épisode. Ciao.